L'AFDL était en train d'essayer de réunir de l'argent. Et au Congo, ce qui peut rapporter beaucoup, ce sont les exploitations minières. Afin de financer la guerre, l'AFDL s'est directement dirigée vers la région de Katanga, qui regorge de cuivre et de cobalt. L'élément essentiel de cette histoire, c'est que Katanga est et a toujours été au centre du conflit congolais, tout simplement parce que c'est là que se trouve l'argent. La véritable richesse minière du Congo se trouve à Katanga. C'est ici qu'ils se font énormément d'argent. C'est dans la province de Katanga que l'on trouve 80% du cobalt mondial, ainsi que l'une des plus grandes réserves de cuivre, soit 2 des minerais les plus précieux. L'agence américaine de logistique de la défense, qui dispose d'un département sur les minerais, a placé le cobalt dans son top 10. Beaucoup de gens sont venus ici pour se faire de l'argent pendant la guerre, et ils ont réussi. Maintenant que les troupes rebelles de Laurent Kabila contrôlent toutes les régions riches en minerais du pays, les grandes entreprises comme American Mining Field Corporation profitent de l'agitation politique pour passer leur marché. Ils signent des accords avec les rebelles pour obtenir du cobalt, du zinc, du cuivre et des diamants. Non, il y en a eu beaucoup. Il y a eu AMC qui est arrivé, il y a le groupe Lundin qui est arrivé, il y a Anvil Mining, ce sont les Australiens qui sont arrivés. Nous avions un groupe canadien qui est arrivé aussi, First Quantum. On était en guerre et tous les marchands d'armes en ont profité pour venir prendre des minéraux, mais c'était à vide. 1996, c'était vraiment le bon moment pour venir au Congo. Il y avait beaucoup d'argent à se faire, alors tout le monde s'est rué là-bas. Les dirigeants d'American Mineral Fields tentent par tous les moyens de s'attirer les bonnes grâces du nouveau régime. Je crois que l'un des exemples les plus parlants, c'est celui de Jean-Raymond Boule, qui travaillait pour American Mineral Fields. Il a voyagé jusqu'à Katanga avec son jet privé, il s'est d'ailleurs posé dans la ville de Kabila, et il a réussi à acheter une énorme exploitation minière là-bas. Nous avons laissé notre avion à disposition pour certains dirigeants de l'Alliance. Ils ont offert 5 millions de dollars à la FDL avant même d'arriver à Kinshasa. C'était en avril 1997, je crois, soit un mois avant leur arrivée à Kinshasa. Ils faisaient des affaires avec le gouvernement des rebelles, alors que le gouvernement officiel était encore au pouvoir. C'est comme ça que les multinationales fonctionnent. On négocie avec le gouvernement au pouvoir ou avec celui qui y sera bientôt. C'est comme ça que ça marche. Ce qui n'est pas passé inaperçu, c'est que le siège d'AMF se trouvait à Hope en Arkansas, qui n'est autre que l'État où est né le président Bill Clinton. Le fait que le siège de cette entreprise se trouvait à Hope, en Arkansas, dont personne n'avait jamais entendu parler, excepté à cause de son lien avec Bill Clinton, n'a fait que renforcer l'idée que tout était lié aux États-Unis et que les Américains donnaient tout simplement leur autorisation pour envahir le pays et mettre Laurent Kabila au pouvoir. C'était une conspiration. La première entreprise à avoir passé un marché avec Kabila était American Mineral Fields. Mais cela a échoué, n'est-ce pas? Oui, mais ils lui ont quand même donné beaucoup d'argent. Oui, ça c'est sûr. Parce qu'à l'époque, la FDL avait besoin d'argent et ils voulaient s'acheter des armes. Les attaques de la FDL ciblaient principalement les réfugiés à l'est du Congo. Nous allons attaquer ces camps et expulser tout le monde, peu importe ce que dit la communauté internationale. Est-ce que nous savions que l'AFDL massacrait les gens qui vivaient dans ces camps? Oui, en effet, nous en avions entendu parler plusieurs fois. Et nous savions aussi que nous ne pouvions rien faire pour empêcher cela. Je ne dis pas qu'il faut accepter les choses, mais il faut simplement être réaliste. C'est ça la guerre. Le plus dur dans tout ça, pour les gens comme moi, et pour tous ceux qui s'impliquaient à l'époque pour défendre les droits de l'homme au Congo, et qui croyaient vraiment qu'on allait enfin réussir à mettre en place une démocratie dans ce pays, c'est que le mouvement démocratique congolais n'a reçu aucun soutien.
Personne n'a voulu créer d'alliance avec l'opposition, comme l'Église catholique et les autres forces qui étaient pourtant si importantes à l'époque, et qui auraient pu permettre de construire une démocratie au Congo. Les États-Unis n'ont absolument rien fait pour que cela arrive. Le 17 mai 1997, les soldats de la FDL envahissent Kinshasa. Laurent Désiré Kabila est alors proclamé président de la République démocratique du Congo. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République. Nous avions nos propres objectifs en tant que Congolais. Et eux, ils avaient les leurs. Mais à ma connaissance, ils ne se sont pas servis de nous. En fait, je crois que nous sommes servis d'eux. Depuis l'invasion de 1996, l'Est du Congo n'a jamais retrouvé la paix. On estime que plus d'1,5 million de personnes sont mortes au cours des attaques de la FDL. Environ 400 000 personnes ont été tuées dans les camps de réfugiés. Cette région autrefois paisible est désormais rongée par des forces armées sans foi ni loi. À partir de ce moment, on voyait des cadavres partout qui jonchaient les rues et tout le monde s'en fichait. Les gens s'entretuaient comme si c'était normal. Je crois que c'est à cet instant que les Congolais ont été pervertis, surtout à l'Est. L'une des forces armées les plus violentes de l'Est du Congo a été fondée par certains survivants du massacre des camps de réfugiés, ainsi que des descendants des victimes du génocide au Rwanda. Ils se font appeler le FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. Le FDLR est une menace pour nous. Ils contrôlent nos vies et décident de notre mort. Les femmes qui s'approchent de la ville de Ntoto se font violer. Elles se font violer dès qu'elles se trouvent sur le chemin des soldats du FDLR. J'ai beaucoup de problèmes à cause de ma famille. Pourquoi? Ma famille est morte. Mon père est mort. Il est mort? Oui, Où ça? au Congo. Les nuits sont longues. Et le bruit des bombes qui éclatent m'empêche de dormir. Même quand on est très jeune ici, on doit apprendre à manier les armes. Du coup, on ne pense qu'à ça toute la journée. Et on se rend compte que sur une famille de 40 personnes, on est le seul survivant. Le seul. turakwinjiza kugira ngo tugende imbere n'inyuma nitunesha urugamba tukagaruka amahoro kandi tukabona utuneshereje ukaduha igihugu cyacu tuzagushima tuguhimbaza ni ku bwawe Yesu Kristo amen. Je suis né et j'ai grandi dans cette partie du pays. Je n'avais jamais entendu parler du coltan. Mais quand l'industrie de l'électronique s'est intéressée de plus en plus à ce minerai, alors on a connu le boom du coltan. Au début des années 2000, les ventes d'appareils électroniques explosent.
Au même moment, Sony dévoile sa très attendue PlayStation 2. La demande croissante des consommateurs pour ce produit engendre alors une véritable pénurie de coltan. Son prix passe de 100 à 300 $ le kilo. Évidemment, tous ceux qui connaissaient la valeur de ces minerais se sont jetés sur les exploitations minières. L'augmentation du prix du coltan coïncide avec la deuxième invasion de l'Est du Congo par le Rwanda, allié des États-Unis. Cette invasion est dirigée par le groupe rebelle RCD. Les Rwandais ont créé le RCD. Je dis créé parce qu'en fait, les Rwandais ont rassemblé plein de monde à Kigali et leur ont dit « Vous allez créer un mouvement rebelle ». Ce n'était pas du tout un mouvement congolais. La communauté internationale n'a absolument pas commenté cet événement. Personne ne voulait admettre que le Rwanda était en train d'envahir le Congo. À ce moment-là, les États-Unis n'arrivaient même pas à envisager que leurs alliés se battaient uniquement pour l'argent. Je n'ai aucun doute là-dessus, les Rwandais, les services de sécurité et l'élite politique étaient impliqués dans l'exploitation des ressources du Congo. Sony a gagné plus de 220 millions d'euros le jour du lancement de la PlayStation 2. À cause de la guerre au Congo, 1,7 million de personnes sont mortes. Qui devrait entraîner une armée professionnelle? Capable de protéger notre peuple, de protéger nos frontières. C'est déplorable que le Congo n'ait jamais eu aucun responsable capable de mettre en place un état de droit ou de le restaurer. Dis à cet homme blanc de nous rapatrier rapidement, ou ce pays ne connaîtra jamais la paix. Tant que le FDLR sera là, il n'y aura jamais la paix, jamais. Il ne filme pas. La lumière est éteinte. Peu de temps après, des soldats du FDLR ont attaqué le village de Bunakara. Ils ont tué 31 personnes, dont beaucoup de femmes et d'enfants. Je tiens à affirmer que je consacrerai toutes mes forces à ce que ce beau et grand pays retrouve la paix et l'unité. Le pays bénéficie de toutes ces richesses, a besoin d'un leadership politique avéré, qui a les talents, qui a les compétences et qui a la détermination de faire avancer les choses. La gestion rationnelle de tout ce que l'Éternel, le beau Dieu, a mis à la disposition de l'humanité congolaise. Le gouvernement a une part de responsabilité dans cette histoire. C'est vrai que le Congo est un pays riche. On a tout. On a vraiment tout ce qu'il nous faut. Mais nos dirigeants ne veulent pas améliorer nos conditions. Par exemple, dans notre pays, il n'y a pas de travail. Ils sont censés attirer les entreprises pour qu'on ait du travail. Les Congolais devraient avoir une vie meilleure. On manque d'argent, de routes, d'eau potable. C'est stupéfiant. Ça a toujours été comme ça. Je pousse mon chariot parce que j'ai pas de travail. Si j'en avais un, je perdrais pas mon temps à faire ça. Vous voyez comme je transpire? En plus, je gagne très peu d'argent, à peine de quoi me nourrir. Si j'avais un bon travail, je ne ferais jamais ça. Ça sert à rien. Il est temps que le président du Congo prenne ses responsabilités.
En 2014, l'Africa Progress Panel publie un rapport dénonçant la vente des concessions minières de Katanga par les dirigeants congolais. Dissimulée derrière un contrat plus qu'équivoque, cette vente aurait pu rapporter des milliards d'euros au peuple congolais. Le Congo perd bien plus d'argent à cause des marchés passés sur les exploitations minières de Katanga qu'il n'en perd à cause du conflit sur les minerais dans la région de Kifa. Qu'est-ce vont enrichir d'autres pays tant que nous, dans le village, nous sommes pauvres? Quand nous voyons les tracts défiler ici avec des matières pour aller enrichir les États-Unis d'Amérique, la Belgique, cela ne nous arrange pas. Actuellement, il y a plus de 25 multinationales qui exploitent les mines de Katanga. Dites-nous ce que vous faites et qui vous êtes. Je suis un réalisateur américain et je fais un documentaire sur l'exploitation minière au Congo. Nous avons reçu la permission de la société Gécamine, du responsable de la province de Katanga. C'est d'ailleurs le ministre de la province. Eh bien, vous n'avez pas ma permission. Qui êtes-vous et pourquoi aurais-je besoin de votre permission? Je suis le maître d'ouvrage. D'où vient votre société? Du Canada. Du Canada, ok. Katanga, c'est une province qui est très riche. Très, très riche. Les ressources du Katanga vont ailleurs. Ailleurs où? On ne sait pas. Katanga n'a pas toujours été accablée par la pauvreté. Auparavant, la région abritait l'une des sociétés minières les plus productives au monde, Gécamine. C'est la Gécamine qui était les poumons. C'était les poumons de cette